C'est l'heure de l'actualité, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de rester fidèles à la 7. Installez-vous confortablement, les titres, les voici. Nous ferons un bilan d'une initiative sanitaire prise par le Togo en avril 2022. Il s'agit de la construction des hôpitaux mères et enfants dans les 5 régions du pays. Quel est l'état d'avancement des travaux? Vous le saurez dans un instant. Puis nous parlerons énergie alors que les initiatives se multiplient pour une couverture universelle en énergie électrique d'ici 2030 au Togo. Qu'en est-il des énergies renouvelables? Nous y reviendrons avec des détails phares. Au-delà de nos frontières, la situation sécuritaire se détériore davantage au Soudan. De violents affrontements ont opposé ce mercredi l'armée soudanaise aux forces paramilitaires, particulièrement à Khartoum, la capitale. La conquête d'une base stratégique serait l'enjeu. Puis les choses se précisent en ce qui concerne l'élargissement du BRICS. À l'issue d'un sommet ouvert depuis mardi à Johannesburg, le bloc a annoncé l'adhésion de 6 nouveaux pays dans ses rangs à partir de janvier 2024. C'est tout pour le sommaire de ce soir. Restez avec nous, le développement, c'est tout de suite. Fruit d'un partenariat public-privé, la plateforme industrielle d'Adétikopé, zone économique spéciale conceptualisée pour libérer le potentiel de croissance et promouvoir celle industrielle, affiche d'excellents résultats selon les responsables. Le compte rendu dans le reportage qui suit. La plateforme industrielle d'Adétikopé PIA affiche d'excellents résultats selon Idiola Sanda, l'un des responsables de la plateforme inaugurée il y a 2 ans. Cette dernière a eu un impact positif sur l'économie du pays. Issu d'un partenariat public-privé entre la République togolaise et Arise Integrated Industrial Platform, PIA Togo est une zone industrielle axée sur la création de chaînes de valeur florissantes pour le stockage, la transformation, la fabrication et l'exportation. Grâce à sa position stratégique sur le corridor industriel Lomé-Burkina, PIA constitue le canal d'accès idéal à la CEDEAO et à la région enclavée de l'Afrique de l'Ouest. Doté d'un régime fiscal avantageux, d'infrastructures modernes et de services logistiques intégrés, PIA représente une zone économique spéciale pour les investisseurs locaux et internationaux. La plateforme offre diverses installations telles qu'une zone industrielle, un entrepôt, une zone commerciale, un parc textile, un parking à camions ou un parc à conteneurs. Au cours de ces 2 ans d'exploitation, la plateforme a permis la création de 30 000 emplois sur le site grâce à l'installation d'une quinzaine d'usines. Elle a permis le renforcement de la chaîne de valeur agricole et a permis également la création d'opportunités économiques à travers la distribution et la transformation des produits locaux. La réussite de la plateforme togolaise inspire les pays voisins où pourraient se développer des parcs industriels similaires, notamment au Gabon et au Bénin. Si le pari est d'atteindre une couverture universelle en énergie électrique au Togo d'ici 2030, la part du renouvelable, par contre, devrait se chiffrer à 50%. Des initiatives se font dans ce sens pour relever le défi. Et justement, Promise Pomengbe y revient dessus dans le reportage qui suit. Il est commenté par Félicité Chapla. Atteindre la couverture universelle en électricité, c'est l'ambition que s'est donné le Togo à l'horizon 2030. Pour y parvenir, le pays met un accent particulier sur le développement des énergies renouvelables. En effet, alternatives aux énergies fossiles, les énergies renouvelables proviennent des sources naturelles qui se renouvellent à un rythme supérieur à celui de leur consommation. Elles permettent de lutter non seulement contre les changements climatiques, mais aussi contre la pollution de l'air. Elles favorisent également la création d'emplois et sont moins coûteuses. Leur part dans le mix énergétique au Togo devrait atteindre 50% d'ici 2030. En ce sens, les initiatives se multiplient à l'instar du projet CISO, projet d'électrification à travers la fourniture de kits solaires individuels à coût abordable, la construction d'infrastructures énergétiques à l'instar de la centrale photovoltaïque de Blita et bien d'autres portées par l'Agence togolaise d'électrification rurale et des énergies renouvelables. Une étape vient d'être franchie dans la démarche et précisément dans la formation sur les énergies renouvelables. Il s'agit de la mise en place d'un document qui tourne essentiellement autour des énergies solaires, éoliennes et bioénergie, les métiers qui y sont liés ainsi que les étapes de mise en œuvre de ces métiers. L'idée reste celle de transmettre ces compétences aux jeunes apprenants, contribuant ainsi au développement de ces formes d'énergie. Suite au classement de l'Université de Lomé parmi les meilleures universités du continent africain, le président de l'Institut n'a pas caché ses impressions. Cette performance serait selon lui le fruit de l'effort conjugué des institutions et organisations intervenant dans la vie de cette université. Les détails de Kofi Klege.
Le présent classement, loin d'être un achèvement, renvoie l'Université de Lomé au rendez-vous avec le temps et le monde en mutation. Fin de citation. C'est la réaction affichée par le président de l'Université de Lomé, le professeur Doji Komla Kokoroko, suite à la publication du classement des 20 meilleures universités d'Afrique. Selon le classement 2023 de l'African University Ranking Unirank, l'Université de Lomé est classée 131e des 200 meilleures universités d'Afrique. En Afrique francophone, l'Université de Lomé est revenue avec la 3e place sur le plan continental dans le classement des universités francophones. Les réactions du président de la Maison togolaise du savoir ont été rendues publiques par le biais d'un communiqué daté du 23 août. Selon le ministre, ce classement et ce rang obtenu dans le concert des universités africaines est un fruit de la combinaison entre les institutions et organisations intervenant dans la vie de l'université. Une combinaison qui a conduit à la réalisation des objectifs portés sur l'efficacité interne et externe, les innovations et la culture de l'excellence. L'Université de Lomé se doit de compter davantage sur tous les acteurs et partenaires pour la mobilisation des moyens et ressources nécessaires à la consolidation des acquis et à la poursuite de l'œuvre de construction d'une université moderne, a en croire le professeur Doji Komla Kokoroko, président de l'Université de Lomé. Le Togo poursuit sa politique d'accès universel aux soins de santé au profit de la population générale. En avril 2022, le pays avait initié la construction d'hôpitaux mères et enfants dans 5 régions sanitaires du pays. Plus d'un an après, les travaux connaissent une bonne avancée selon les autorités. Les explications de Bernard Quinvi. La mortalité maternelle et néonatale demeure un véritable problème de santé publique au Togo. Selon les chiffres officiels, le taux de mortalité maternelle est de 401 décès pour 100 000 naissances vivantes. Ce qui signifie que de nos jours, au moins 2 femmes meurent chaque jour suite à une grossesse, à l'accouchement ou dans les 42 jours qui suivent. L'État togolais, conscient de la situation, a lancé en 2022 un projet de construction des centres modernes de soins mère-enfant dans les 5 régions sanitaires du pays. Ces centres consolideront davantage les efforts du pays dans le domaine de la santé néonatale. L'objectif est d'améliorer les capacités techniques des hôpitaux en matière de réanimation pédiatrique et néonatale afin d'assurer une prise en charge optimale des mères et des enfants. Rappelons que ces formations sanitaires seront implantées à Amouoblo pour la région des Plateaux, à Sotoubois pour la centrale, à Guérin-Kouka pour la région de la Kara, à Tandjouaré dans les savanes, puis à Togblekope pour le Grand Lomé et la région maritime. Cette dernière, dont les travaux ont déjà démarré, disposera d'une capacité de 175 lits. Les autres, prévus dans les différentes régions, seront dotés d'une capacité de 50 lits. Actualité au-delà de nos frontières au Zimbabwe, les votes se sont prolongés jusque dans la soirée de ce jeudi. Une décision prise par Emmerson Mnangagwa, l'actuel président du pays, suite à des retards accusés ainsi que plusieurs dysfonctionnements observés dans le déroulement de ces votes qui ont débuté hier. Les Zimbabwéens continuaient de voter ce jeudi, au lendemain d'une journée de scrutin émaillée de retard de plusieurs heures dans la distribution des bulletins de vote. Ces délais ont contraint le président à prolonger les élections générales d'une journée supplémentaire. Certains électeurs frustrés, endormis dans les bureaux de la capitale Harare, se blottissant sous des couvertures ou allumant des feux pour se réchauffer. Le président Emmerson Mnangagwa, qui brigue un second mandat, a fait usage de ses pouvoirs présidentiels pour prolonger le scrutin jusqu'à jeudi soir dans des dizaines de bureaux de vote. Le désordre constaté dans certaines circonscriptions clés a suscité des accusations de triche et de suppression d'électeurs de la part de l'opposition. Nelson Chamisa a dénoncé des entraves évidentes au scrutin présidentiel et législatif, un cas classique de trucage analogique datant de l'âge de pierre. Fin de citation. Abou Kital et Ali Mahando, 2 chefs rebelles du groupe terroriste Al-Sunna wal Jamaat, ont été tués par les forces de défense du Mozambique. Ceci suite à une intervention réussie dans la province septentrionale de Cabo Delgado, en proie depuis quelques mois déjà à une insurrection armée djihadiste. Le compte rendu. Lieutenant Colonel Pereira
L'armée mozambicaine affirme avoir tué 2 hauts responsables rebelles dans la province de Cabo Delgado en proie à une insurrection djihadiste armée. Selon les forces de défense mozambicaines, les insurgents ont tendu une embuscade aux militaires et c'est au cours d'un échange de tirs que les 2 dirigeants rebelles ont été tués. Riche en gaz naturel, la province de Cabo Delgado est en proie depuis 5 ans à une insurrection menée par des combattants liés au groupe État islamique. Les combats ont fait au moins 4737 morts, dont près de la moitié sont des civils, selon l'Organisation de surveillance des conflits. Depuis juin 2021, des milliers de soldats du Rwanda et de la communauté de développement de l'Afrique australe sont déployés pour soutenir l'armée. Venons-en au Soudan à présent, on en parlait à l'entame de cette édition. Des affrontements armés ont eu lieu ce mercredi à Khartoum, la capitale soudanaise, opposant les forces armées du pays aux forces paramilitaires. Une base stratégique serait l'enjeu de la concentration des forces des 2 entités dans cette région du pays. Reportage. Des combats d'une rare intensité mercredi à Khartoum. Les forces de soutien rapide ont lancé l'assaut depuis 4 jours sur la base stratégique d'Al-Shajara, l'une des zones de la capitale où l'armée a encore du terrain, avec des pertes importantes essuyées par les 2 camps, selon les habitants du secteur. La base d'Al-Shajara regroupe des unités blindées de l'armée dans le sud de Khartoum. Difficile de savoir le rapport de force sur le terrain. L'armée a depuis assuré dans plusieurs communiqués et vidéos avoir repoussé les attaques des paramilitaires, ce que contestent les pro-d'Aglo qui affirment au contraire avoir pris le contrôle de la quasi-totalité de la base avec seulement des petites poches toujours tenues par l'armée. Nous vous l'annoncions hier, ce mercredi, Evgeny Prigojine, le patron du groupe paramilitaire Wagner, serait décédé lors du crash d'un avion entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Si l'information est vérifiée, serait-il là le prix à payer pour sa courte rébellion contre Kremlin en juin dernier? Les explications dans le reportage qui suit. Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evgeny Prigojine, est présumé mort après avoir été confirmé comme passager d'un avion qui s'est écrasé entre Moscou et Saint-Pétersbourg, selon l'autorité de l'aviation russe. Les corps de 10 personnes à bord ont été retrouvés. Un message sur une chaîne affiliée à Wagner proclame que Evgeny Prigojine était un héros de la Russie, un vrai patriote de sa patrie. Un commandant clé de Wagner, Dimitri Utkin, serait également décédé dans l'accident. Les données du suivi des vols ont montré que le signal d'un jet privé que Prigojine avait utilisé auparavant avait soudainement disparu. Les causes du crash n'ont pas encore été établies. La télévision d'État russe a diffusé le récit de l'accident en citant les informations fournies par l'Agence fédérale du transport aérien. 3 membres d'équipage, dont le pilote, figurent parmi les morts. Prigojine est apparu pour la dernière fois dans une vidéo en début de semaine qui aurait été filmée dans un lieu non précisé en Afrique. Il s'était fait discret depuis qu'il avait pris la tête d'une éphémère mutinerie en juin. La situation suscite de nombreuses réactions à travers la planète, dont celle du président américain. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je ne suis pas surpris. Il ne se passe pas grand-chose en Russie sans que Poutine y soit pour quelque chose. Ancien bras droit du président Vladimir Poutine, les observateurs estiment que Prigojine a peut-être payé le prix fort pour avoir critiqué le pouvoir en place. Et à partir de janvier 2024, le nombre des pays membres du BRICS pourrait passer de 5 à 11. Ce jeudi, lors du sommet du bloc réuni à Johannesburg, la capitale sud-africaine, il a été annoncé l'admission de 6 autres pays qui pourraient rejoindre le bloc à partir de l'année prochaine. Les enjeux de cette nouvelle disposition expliqués dans cet élément. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé jeudi que le bloc des BRICS, qui regroupe des nations émergentes, admettra 6 nouveaux membres, dont l'Égypte, l'Éthiopie et l'Arabie saoudite, au début de l'année prochaine. Les appels à l'élargissement des BRICS ont dominé les discussions de ce sommet de 3 jours et ont mis en évidence les divisions au sein du bloc sur le rythme et les critères d'admission des nouveaux membres. Nous sommes parvenus à un consensus sur la première phase de ce processus d'expansion et d'autres phases suivront.
Nous avons décidé d'inviter la République d'Argentine, la République arabe d'Égypte, la République fédérale démocratique d'Éthiopie, la République islamique d'Iran, le Royaume d'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis à devenir membres à part entière des BRICS. L'adhésion prendra effet à partir du 1er janvier 2024. Près de 2 douzaines de pays ont officiellement demandé à rejoindre le club qui regroupe un quart de l'économie mondiale et plus de 3 milliards de personnes. Ainsi se referme donc cette édition. Ainsi va le Togo, ainsi va le monde, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et surtout, bonne suite de soirée.